Bonjour. Merci d'être venu sur ce talk sur Quarkus. Alors, c'est pas un Hello World sur Quarkus que je suis venu vous faire. Du coup, avant de commencer, je vous pose quelques petites questions. Comme ça, vous vous présentez globalement, quoi. Je me présente un petit peu. Et puis, après, on peut commencer. Déjà, dans cette salle, qui avait entendu parler de Quarkus avant de venir? C'est bien. Qui a déjà utilisé Quarkus? Moins. Qui a du Quarkus en prod? Pouvoir sur vous. OK. Alors, toute petite remise à niveau, histoire qu'on ait des bases communes. Qu'est-ce que c'est que Quarkus? Quarkus, c'est un framework Java qui pourrait remplacer d'autres frameworks un peu plus connus, nommément Spring, par exemple, et qui va vous rendre des services à peu près similaires, de l'injection de dépendance, et puis après toutes les fonctionnalités dont on a besoin pour faire tourner nos applications quand on n'est pas dans un gros serveur d'application. HTTP, connexion à la base de données, ce genre de choses. Là où Quarkus va un petit peu se différencier, c'est dans le choix qu'ils ont pris sur la façon de faire ces choses. Et pour être plus explicite, Quarkus a choisi de maximiser le nombre d'opérations possibles au moment de la construction de vos applications. Si vous faites du Spring, vous êtes habitué à ce qu'en fait, au démarrage de l'application, tout se fasse de manière dynamique. Donc, tout se fait au runtime. Et ça a un certain coût. Et ce qu'ils ont voulu faire côté Quarkus, c'est maximiser absolument tout ce qui peut se passer au moment de la compilation pour avoir le moins de choses à faire au moment du runtime. D'accord ? L'autre parti pris qui a été suivi, c'est celui de dire qu'il existe déjà des standards en Java, qui sont ceux qui arrivent en fait de Jakarta EE ou MicroProfile, ce genre de choses. Et donc plutôt que de les réinventer et de refaire nos propres annotations, #AutoWired, on va réutiliser les annotations existantes. Bon, ceci dit, si vous êtes un développeur classique et que vous êtes habitué à faire du Spring, passer de Spring à Quarkus, bon, vous changez quelques annotations et ça va fonctionner. Après, si on va un petit peu plus loin, enfin un petit peu plus loin non, parce qu'en fait c'est écrit en gros sur la page d'accueil de Quarkus.io, ils vous disent que Quarkus c'est supersonic subatomic Java. Donc c'est censé aller très très vite et prendre moins de place, ce qui va nous permettre d'aborder un petit peu la partie greener, faster et tout ça. Et l'autre chose qui est mise en avant, c'est la Developer Joy. C'est pas mes mots. Mais c'est clairement essayer d'améliorer au maximum l'expérience utilisateur. Qui suis-je? Je m'appelle Jérôme, je suis tech lead, architecte, je fais beaucoup d'accompagnement dans ma vie de tous les jours. Je bosse chez OnePoint à Bordeaux. On est certifié Calliope, si vous avez besoin de formation, venez nous voir. Et en ce qui concerne ce talk plus spécifiquement, je suis aussi le mainteneur de l'extension Quarkus Minayo. C'est cool, Jérôme. C'est quoi une extension? Tu vas un peu fort. C'est ce dont on va parler pendant tout le talk. Vous pouvez aussi me retrouver sur GitHub, où vous pourrez notamment trouver le dépôt de tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et d'autres choses. Et puis, je dois être trouvable aussi sur X, sur ce genre de choses. Alors, en fait, Quarkus fonctionne de manière modulaire. Il y a un corps qui va vous apporter le strict nécessaire et dont on a besoin, c'est-à-dire en réalité l'injection de dépendance. Et ensuite, à chaque fois que vous allez avoir besoin de choses supplémentaires, vous allez dire « rajoute un module, rajoute un module, rajoute un module ». Ces modules dans Quarkus, ils s'appellent des extensions, parce qu'en fait, ce n'est pas un module, c'est deux modules. Le module qui travaille à la compilation et le module qui travaille au runtime. OK? Des extensions, à l'époque où j'ai fait ce screenshot, là, il y a un catalogue des extensions, extension avec un s.quarkus.io, je pense. À l'époque où j'ai fait ce screenshot, il y avait 663 extensions. C'était il y a 3-4 mois, on a dépassé les 700.
Et celles-là, c'est celles qui sont connues des mainteneurs principaux du framework. Il y en a dans le core, il y en a dans une organisation GitHub qui s'appelle Quarkiverse, et puis après, il y en a qui sont encore ailleurs et qui peuvent exister. Et on peut en développer soi-même. Celle que j'ai faite, moi, c'est l'extension Minayo Client. Minayo, c'est un drop-in replacement pour les buckets S3, et ils ont fait un SDK en Java. Et donc, mon extension, elle vous permet d'utiliser leur SDK, et donc de parler à n'importe quel type de bucket du moment qu'ils sont compatibles S3. Donc, ça va marcher pour Amazon, pour du Minayo, pour du OVH, enfin, pour tout ce qui fait du stockage objet, quoi. Alors, on va dire que je travaille pour une boîte qui s'appellerait Acme Company et que dans cette boîte, je travaille pour la cellule d'architecture. On a énormément d'applicatifs Java et en fait, on commence à avoir des problèmes de coûts en ressources en mémoire. On a vu que Quarkus, c'était supersonique et subatomique, donc on décide de migrer. Et comme on va essayer de migrer, on va essayer de faire les choses bien et de respecter absolument tout ce que sont d'une certaine façon les guidelines de Quarkus sur comment faire correctement les choses. Petite chose à part, il y a beaucoup de choses que vous pourriez faire sans avoir à faire d'extension, et il y a beaucoup d'articles disponibles sur le web qui vont vous le montrer. Il y en a plein que vous ne pourrez pas faire. Donc ce que je vais essayer de faire, si je n'oublie pas dans la conf, c'est vous dire à quel moment on est en train d'atteindre, attention, sans faire une extension, ça c'est plus possible. Okay. Encore un peu plus de contexte. Dans la boîte, on a un référentiel central. Vous devez peut-être voir ma souris là. Yes. Et on a plein d'applications qui tournent autour et qui en ont besoin pour récupérer des informations. Donc on a des web apps, on a de la CLI, on a du batch, tout ce que vous voulez. Et avant la migration, ce qui se passait, c'est que le référentiel central, il publiait son contrat d'interface. On peut l'interroger avec du reste. Et chaque application devait se débrouiller pour aller en fait, prendre la connaissance de l'API du référentiel central, soit générer les clients, soit les recoder, soit utiliser les clients que nous, on distribue. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on était obligé de confier la connaissance du fonctionnement de notre référentiel à l'intégralité des applications qui allaient autour. Et ce qu'on s'est dit, c'est, ouais, mais en fait, si tu réfléchis un petit peu, un référentiel central, ce que ça fait, c'est que ça injecte de la configuration. Et d'habitude, quand on se fait injecter de la configuration, on n'est pas obligé d'apprendre une nouvelle API. Il y a des choses qui existent déjà, et en l'occurrence, chez Apache EE, c'est une annotation @config_property. Ça devrait marcher, quoi. Chez Spring, ça ressemble à du @values, value, je crois. C'est la même chose, mais en tout cas, on ne se pose pas la question. Ça juste marche, en fait. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est on va développer une extension pour que le développeur n'ait pas à prendre cette connaissance. Il devrait pouvoir utiliser @config_property et pouf, ça juste marche. C'est ce que je vais vous montrer dans la première partie de la démo. Et avant ça, comment ça marche une extension. Donc pour les générer, la plupart du temps, on utilise Maven ou Gradle, et ça nous génère quelque chose qui ressemble un petit peu à ça, en termes de file system. Donc c'est du multimodule Maven dans mon cas. Vous avez au root le POM qui contient les propriétés communes, les dépendances, ce genre de choses, enfin dependency management. Vous avez un module de déploiement qui va travailler à la compilation, au packaging de vos applications. Ce n'est pas la compilation, c'est le packaging. Et vous avez un module de runtime qui va exécuter du code, devinez quoi, au runtime. Ces deux modules, ils sont hyper classiques. Petite spécificité, dans le meta-inf, vous allez trouver un fichier quarkus-extension.yaml. Et généralement, vous trouverez aussi un répertoire de tests d'intégration. C'est quoi ces tests d'intégration? C'est une application qui a été déployée avec Quarkus, qui utilise l'extension développée, puis qui la met en œuvre réellement, quoi. Puis après, on va essayer d'aller interagir avec cette application. Donc c'est un vrai test d'intégration complet. OK ? Je vais à peu près pas vous montrer ce qu'il y a dans le module runtime, tout simplement parce que c'est le travail qu'on fait systématiquement. Donc c'est développer une application Java hyper classique. Je vais vous montrer qu'une seule classe parce qu'il y a un petit twist dessus. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va uniquement aller regarder ce qu'il y a dans le déploiement et donc tout ce qu'on est capable de mettre en œuvre en codant des extensions.
OK? Vous me suivez jusque-là? Ouais, un peu mort, mais en même temps, il est 4 heures, donc 3 heures. C'est parti. Alors, la seule classe que je vais vous montrer du runtime, c'est celle-là. C'est une interface de configuration. Et ce que vous voyez qui est un peu étrange là, c'est que j'ai de la Javadoc, mais en même temps, ça ne fait pas très Javadoc. S'il y a des petits malins, ça c'est de l'ASCII-Doc en réalité. Et on va voir à quoi ça me sert de faire de la Javadoc en ASCII-Doc. Okay, ce que vous pouvez déduire aussi, c'est que quoi qu'il arrive, comme je vais parler à une API REST, à un moment donné ou un autre, il va falloir qu'on me donne l'URL à utiliser. Et pour ça, on va utiliser une propriété, acme.environnement.url. OK, on a fini de parler du runtime. On va aller regarder ce qu'il y a dans le déploiement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le déploiement? En fait, les déploiements, ils vont contenir les classes qui vont travailler, dans lesquelles vous allez faire des implémentations. La plupart du temps, elles vont s'appeler des processors. C'est une convention, ce n'est pas une obligation, mais à peu près toutes les extensions, elles le suivent. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans les processeurs? C'est ce qu'on va voir. Donc, je vais vous montrer une première classe de processeur qui est la plus bête possible et qui est intéressant pour une chose, enfin deux en réalité. C'est cette méthode-là qui est annotée avec @buildStep et c'est cette petite chose-là, le feature buildItem. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, n'importe quelle méthode qui se retrouve annotée avec @buildStep, c'est une méthode que le framework va exécuter au moment du packaging de l'application. Vous n'avez pas trop à vous soucier de comment on va faire le framework, c'est son boulot. Si vous trouvez quelque chose qui est une build step, ça sera exécuté. Okay, et les build steps, qu'est-ce qu'elles font? Elles renvoient des build items ou elles consomment des build items. Un build item, c'est un Peugeot. Il y a vraiment zéro métier là-dedans. C'est un Peugeot qui peut contenir de la donnée, et parfois il n'en contient pas, parfois c'est juste un marqueur pour dire hey, « j'ai fait quelque chose okay ». Il y a une quantité astronomique de build items qui sont déjà existants et qui sont documentés. On va en voir quelques-uns, mais vous pouvez créer les vôtres. Okay, donc ici, en fait, c'est juste un processeur qui va dire au framework hey, « moi j'ai rajouté la feature, la capacité configuration provider ». Ça peut être intéressant parce que parfois, en tant qu'extension, on aimerait savoir est-ce qu'il y a une feature Postgre qui a été activée, est-ce qu'il y a une feature REST qui a été activée, ce genre de choses. Okay, on va passer à un processeur un peu plus important. Ce processeur-là, il va contenir l'intégralité du travail nécessaire pour pouvoir injecter de la configuration sans que mes développeurs ils apprennent quoi que ce soit. Pardon. Donc j'ai une autre build step, on ne revient pas dessus. J'ai un application index build item. Oups, ça je vais en parler un peu plus. Et j'ai un build producer. Et vous remarquez, je vous ai dit tout à l'heure, les build steps, elles produisent des build items et elles en consomment. Ouais, mais en fait, un des problèmes qu'on rencontre, c'est qu'en Java, on ne peut pas renvoyer plus qu'une chose. Ce n'est pas trop possible. Alors parfois, on aimerait qu'une build step, elle renvoie plusieurs choses. Pour contourner le problème de « j'ai pas le droit de retourner plusieurs choses », on se fait injecter des producers et eux, ils vont accumuler toute la donnée qu'on voudrait renvoyer et qui pourront être exploitées plus tard. Alors, le premier build item que je vous montre, c'est le application index build item. Lui, il contient un index. C'est quoi un index? Et pourquoi l'application index build item? En fait, il contient l'intégralité des classes de l'application qui est en train d'utiliser votre extension. Donc, en fait, il vous permet de savoir quelqu'un est en train de m'utiliser, une application est en train d'utiliser mon extension, mais c'est quoi les classes qu'il a mis à disposition? Comment est-ce que je pourrais l'aider? Et je vais pouvoir faire plein de choses sur cet index. Notamment, vous allez voir ici que je peux demander toutes les instances de la notation @config_property. Pour rappel, c'est celle qui sert à injecter de la configuration. Mais je pourrais en profiter pour lui demander « donne-moi toutes les classes qui implémentent cette interface ». Je pourrais lui demander énormément de choses. Et ce qui est important ici, c'est que, d'une certaine façon, on commence à voir que ce que Spring
fait au runtime, par exemple, aller scanner la Terre entière. Quarkus, lui, il le fait à la compilation. Donc s'il le fait à la compilation, il n'aura pas besoin de le faire au runtime. Donc ça veut dire que tout ce dont il n'a pas besoin, il n'a pas besoin de le mettre dans le runtime. Donc il n'a pas besoin de monter les classes dans le class loader. Donc s'il y a des classes en moins dans le class loader, il est plus petit. S'il est plus petit, il consomme moins de mémoire. S'il consomme moins de mémoire, il est plus rapide. Donc il est plus green et, rapide, je l'ai déjà dit, mais faster, greener. Voilà, on est en train de voir un petit peu comment on peut arriver à démarrer plus vite et à en effet avoir des applicatifs qui ont une mémoire résidente plus petite que dans des classes classiques. Donc ici, spécifiquement, je vais aller demander à mon index, donne-moi toutes les instances de la notation @config_property. Je vais faire un tas de boilerplate et je vais aller regarder quelle est la clé qui est demandée. Et si la clé, elle commence par env point quelque chose, à ce moment-là, je vais aller enregistrer l'existence de cette annotation. S'il y a quelque chose, je vais produire un build item qui va contenir l'intégralité de mes instances, et sinon, je ne produis rien. À quoi ça sert de faire ça? Nous, ce qu'on a décidé dans la boîte, c'est qu'à partir du moment où on veut être greener, il faut qu'on le soit jusqu'au bout, et on veut éviter que nos équipes de développement elles récupèrent des dépendances en se disant « vas-y, ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert, je l'utilise, et ça marchera, et puis je ne m'en préoccupe pas. » quoi. Ouais, ben non, parce que si tu récupères une dépendance, ça va prendre du temps, ça va faire grossir tes artefacts, même si ça ne prend pas de la place en mémoire. Donc il faut qu'on trouve un moyen pour dire aux développeurs « tu n'as peut-être pas besoin de ça, en fait. » Ça, vous ne pouvez pas le faire si vous ne faites pas une extension. Hein. Scanner les classes. Et là, il y a une deuxième build step dans cette même classe qui consomme mon build item. Ça m'amène au deuxième point. Il n'est pas possible de dire j'ai la build step 1, la build step 2, la build step 3. On ne peut pas travailler séquentiellement comme ça. Par contre, le framework, lui, il va dire tel build step consomme ce build item, tel build step produit ce build item. Ah bah ok, en fait c'est comme ça que je vais pouvoir ordonner mes différentes étapes de travail. Je peux pas faire du séquentiel purement, il va falloir que je me débrouille avec les signatures de méthode pour que ça marche. Ici, on va trouver deux nouveaux build items dont je vous parle, et après je vais arrêter de vous parler de tous les build items qui existent, parce que vraiment, quand je dis il y en a des centaines, c'est pas une blague, il y en a des centaines. Celui-là, il permet de dire « je suis en capacité de te dire que ce bin fournit de la configuration de runtime ». Et celui-là, il permet de dire « par défaut, s'il n'y a pas ce qu'il faut, je vais te filer des bins ». Okay, c'est un peu… dans Spring, il y a une annotation « conditional on missing ». Ouais, c'est un peu la même chose. Si l'application ne fournit pas un bin, moi, par défaut, je vais te le filer. D'accord? Si jamais j'ai reçu un build item, qu'est-ce que je fais? Je produis la source qui permet d'aller parler à mon truc REST et qui a la petite popote pour fonctionner avec du @config_property. Et si jamais, je vais faire un warn et je vais dire à mon développeur, attention, en vrai, tu n'avais pas besoin en fait, de récupérer cette dépendance. Parce que si je suis arrivé dans ce petit bout de code-là, ça veut dire que tu ne te fais jamais injecter aucune configuration que moi, je peux te donner. Donc, juste vire ta dépendance, quoi. On va voir si ça marche déjà, de prévenir les développeurs comme ça. On va essayer de faire plein de petites démos. Hop, hop. Alors, j'ai fait deux petites applications qui utilisent mon extension. La première, elle utilise Picocli, qui est un framework pour faire de la ligne de commande. Si vous ne connaissez pas, c'est topissime. Essayez. Et ce framework, cette petite application, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fait injecter deux propriétés, @config_property. Ça commence par un env point quelque chose, donc théoriquement, je devrais en avoir besoin. Bon, mais pour les besoins de la démo, on va commencer par le... Et puis elle log. Elle dit juste bonjour, on va accueillir machin qui va te présenter machin. Alors, c'est parti.
Qu'est-ce qui se passe? L'application, elle a démarré. Il y a un log qui n'est pas top parce que, évidemment, je n'ai pas codé un truc qui est hyper top. Mais vous voyez là, la console? Ça marche? OK. Vous n'hésitez pas si vous ne voyez pas. Donc, ce petit splash screen là, ça marque le début du runtime. C'est cool, la SCIAF, non? Et avant même le début du runtime, vous voyez qu'ici, il y a eu un log. You should not use this extension if you don't need it. Donc, ça veut dire que ça, c'est un truc qui va être exécuté à toutes les compilations. Et à chaque fois que les mecs ils vont compiler, ils vont avoir ce petit warning. Normalement, au bout d'un moment, ils devraient s'en occuper, quoi. Après, s'ils s'en occupent pas, tant pis. Mais moi, j'ai fait mon boulot de les prévenir. OK ? Bon, maintenant, c'est super. Je vous ai prouvé que j'étais capable de loguer à la compilation. J'arrête pas de dire compilation, mais c'est packaging. Je suis capable de loguer au packaging, mais est-ce que je suis capable de rendre des services vraiment? OK ? Des services utiles. Alors, je fais encore un peu de pub pour Quarkus. Je ne bosse pas pour Red Hat, promis. Je n'ai pas d'action. Juste, je trouve que c'est assez cool ce qu'on y trouve. Je restarte mon application. Attendez. La propriété Acme environnement URL est requise, mais elle n'a pas été fournie. Oui, c'est la propriété que je vous avais montrée tout à l'heure là. Et en effet, j'en ai pas fourni. Alors, normalement, si je connais mes raccourcis, raté. Oui. Ça se configure avec du fichier de propriété, bête et méchant. Paf. Donc, c'est quoi le nom de la propriété? Acme. Il me l'avait proposé, non? Ouais. http, j'en sais rien. Ouais, vas-y, toto.com. Pouf, OK, on redémarre. Boum, toto.com. Est-ce que c'est mieux? Bah non, bah en fait, c'est pas mieux parce que http, toto.com, ça marche pas. Donc du coup, il faudrait que j'aille lire la doc pour savoir il est où mon provider de build en local. Et donc, c'est pas très développeur friendly en fait. On peut certainement faire largement mieux que ça. On devrait pouvoir fournir ce genre de choses de façon à peu près automatique. Vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Quarkus a décidé d'appeler ça des dev services. Et c'est quoi un dev service? C'est quelque chose que je peux démarrer dans un conteneur pour toi à partir du moment où j'ai vu que tu en avais besoin. Tu as l'extension Postgre, je vais démarrer un conteneur Postgre. En fait, tu n'as pas besoin de le faire toi-même, quoi. OK ? Ce qui est assez cool. Évidemment, ça ne le fait que si vous avez un runtime de conteneur sur votre poste. Et que dans certains cas. Et en l'occurrence, dans mon cas, je lui avais spécifiquement dit que je voulais le désactiver parce que sinon, mon effet démo qui explose n'explosait pas. Alors, je vais vous montrer comment on a fait ça. Et là, on va arriver dans le better de mon point de vue expérience développeur. Alors, il doit s'appeler dev service processor.class. Yes. Je ferme tout. C'est un peu plus visible. OK. Concrètement, sous le capot, les dev services, c'est du test container. Je crois qu'il y a une conf juste avant sur l'utilisation de test container. Test container, c'est bien. C'est bien pour les tests, mais c'est bien aussi pour les environnements de dev. Donc en vrai, on va utiliser test container et on va lancer les conteneurs au démarrage de mes applications. On va essayer de travailler que quand il y en a besoin. OK ? Les build steps, en fait, on n'est pas obligé de les exécuter systématiquement. On peut leur dire, attends, cette build step-là, peut-être qu'elle est un peu coûteuse, genre démarrer un conteneur, je ne vais pas le faire tout le temps. Donc pour ça, j'ai un only if not is normal. Donc, soit je suis en train de vouloir faire un packaging en mode normal et générer juste un jar et basta, et donc à ce moment-là, lance pas un conteneur. Soit je veux lancer mon application en mode dev. Le mode dev, c'est un mode qui fait que vos applications, elles redémarrent automatiquement. C'est un peu comme si on avait du hot reload, quoi. S'il y a des gens qui viennent du JS, ça fait très longtemps que vous avez ça avec NPM. Mais nous, en Java, on était un petit peu perdus quand même. Ça ne marchait pas très très bien. Ça faisait des out of memory, bref. Dans Quarkus, ça a été implémenté.
Et puis, donc, il y a le if not et le if. Le if, c'est si jamais c'est enabled. OK ? Je vais vous montrer ce que ça coûte de produire un dev service et donc d'aider vos développeurs à pouvoir travailler proprement. J'essaye d'enlever, donc j'ai essayé de faire le code le plus naïf, comme ça vous pourrez le récupérer, mais forcément il reste un peu de spaghetti quand même, donc je vais essayer de me concentrer sur exactement ce dont on a besoin. Et il me semble que Start Acme Env, ça doit être un bon endroit pour commencer. Paf, un bon endroit pour commencer. Bon, ben, je vais commencer par faire des vérifications. Est-ce que c'est enabled? Oui ou non? Est-ce qu'il y en a besoin? Vous avez remarqué que tout à l'heure, quand j'avais commenté par contre mon injection et que j'avais le warn, le log qui me disait t'as pas besoin de l'extension, ben, j'avais personne qui gueulait sur le fait qu'il manquait l'URL Acme environnement URL. Bah ouais. En fait, je me débrouille aussi pour que si tu n'en as pas besoin, bah, je ne me mette pas à faire des choses pour rien. Dis donc, est-ce que le développeur il n'aurait pas décidé d'utiliser lui-même un environnement qui est une URL, je ne sais pas moi, d'intégration, ce genre de choses, pour ne pas avoir un conteneur dédié qui est démarré? Oui, bon, bah, ce n'est pas la peine de travailler. Dis donc, est-ce que le mec, il ne serait pas sous Windows sans runtime de conteneur disponible? Tant pis pour lui. Désolé pour vous si jamais vous êtes dans ce cas-là. Mais si on arrive dans tous ces cas-là, ça peut être du Docker Toolbox ou for Windows, pas de souci, hein. Ça peut être du Podman, ça peut être du ce que vous voulez, ça marche quand même. Si c'est le cas, on va se mettre à faire le travail. Le premier travail qu'on va faire, c'est est-ce que je n'ai pas déjà démarré un conteneur? Si j'ai déjà démarré un conteneur, je ne vais pas en démarrer un deuxième. J'ai peut-être autre chose à faire que de multiplier mes conteneurs, quoi. Sinon, on y arrive enfin, on va pouvoir démarrer notre conteneur. Donc je le démarre avec des variables d'environnement parce que c'est plus facile après quand je change de conf de changer les messages. Je lui donne une image et puis c'est à peu près tout. Et en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est de démarrer le conteneur et ensuite de dire à mon application, bah, le acme.environnement.url, c'est ça. Mais si vous faites du test conteneur, vous savez que test container, il utilise des ports aléatoires. Les ports aléatoires, c'est cool, ça évite les conflits. Par contre, quand on veut dire mon port, c'est ça, c'est tout de suite un peu moins cool. Alors, je pourrais fixer le port, mais du coup, je vais avoir des conflits de port. Donc, je ne le fais pas. Néanmoins, il se trouve qu'en fait, quand on démarre un conteneur, test container, on peut lui dire « Ah, au fait, c'est quoi le port que tu as exposé dynamiquement ?» Et donc, je vais pouvoir renvoyer une map qui contient des variables d'environnement. La variable acme environnement URL, elle contient, enfin la constante, elle contient la propriété dont je vous bassine depuis tout à l'heure. Et puis, on génère une URL HTTP. Voilà, je pense qu'on est bon. On va le tester. Alors, je crois que j'ai déjà disable. Non. Paf. Paf. Je dois le redémarrer parce que je n'ai pas fait le nécessaire dans cette extension pour prendre ce bout de triload. Je redémarre mon application. Ce n'est pas la bonne que j'ai démarrée. Il n'y a personne qui me prévient. Je redémarre mon application. Elle est où? Effet démo. Starter, config property, bla bla bla. Si un effet démo, ça va pas être cool. Ah, ok. J'ai pas attendu assez. Non. Ah oui. Merci. Qui m'a aidé? Je crois que c'est la troisième fois que je m'auto-fais ce coup-là dans des conférences. Et merci, c'est très gentil. Donc déjà, la preuve que je ne travaille pas quand j'en ai pas besoin. Je vire l'URL. Qu'est-ce qui se passe? Je vais le redémarrer complètement. C'est toujours pas le bon. Alors,
Alors, si j'ai pas démarré Podman, c'est pas cool. Si, il est démarré. Alors ça, c'est un effet démo que j'avais encore jamais eu. C'est quoi? Non, Docker, non, HTTP réponse. Oh, alors, si c'est parce que j'ai pas le Wi-Fi, on a un problème. Comment je fais pour avoir le Wi-Fi? Si je fais genre ça, non. Alors, il faut que je désactive le Wi-Fi. Ah, je l'avais encore jamais eu celui-là. Alors, je vais partir en partage de connexion, et puis on va voir si ça fonctionne. Je vous avoue que c'est du tout neuf pour moi, celle-là. Et puis en plus, si je ne l'ai pas, celui-là, les démos, elles vont être beaucoup moins bien. Est-ce que j'ai du monde, là? Ouais, ok. Dernier retry. Et puis sinon, il va falloir me croire sur parole, même si je suis désolé, parce que c'est pas top. Il dit quoi? We'll try it first, bla bla bla. Localhost, Unix, SOC. Oh, ouais, bah, je suis désolé. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de redémarrer Podman tranquillement, et puis je vais vous montrer ce qui se passerait après. Et on va faire semblant que c'était un super TADA, et avec un peu de chance, ce sera un vrai TADA plus tard. Est-ce qu'il est mort? Quit. Ok, tant pis. Ah bah c'est une nouveauté. Merci de DFS Toulouse. C'est la 4e fois que je donne la conf, c'est la première fois que je perds mes conteneurs. Ok, bon, et ben il va falloir me croire sur parole. Si ça avait fonctionné comme prévu et qu'il avait démarré le dev service, bah, j'aurais eu les réponses à toutes mes questions. Ceci dit, il va quand même falloir que ça marche pour celui d'après. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Bam. 30, ouais, c'est bon. Alors, dans l'équipe, une fois qu'on était parti comme ça, on s'est dit, ben, c'est cool, on a fait la première partie du boulot. Ça m'agace quand même un petit peu. Bon, c'est pas grave. On a fait la première partie du boulot, on peut s'arrêter là. Et en fait, il y a un collègue dans l'équipe qui nous dit « Ouais, mais attendez les gars, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'a priori, on peut faire plein de choses à la compilation. Et puis moi, il y a un truc qui m'agace, c'est les gens qui disent qu'ils font du reste alors qu'ils ne font pas du reste. Et puis il n'arrêtait pas de nous péter les genoux avec ça. Donc on s'est dit « Attends, on va voir si on peut faire quelque chose un petit peu. » Ce n'est pas un vrai cas d'utilisation, en tout cas pas comme ça. Et je vous expliquerai des vrais cas d'utilisation. C'est pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec nos extensions. Alors, comme le gars, il n'arrêtait pas de nous dire qu'on ne faisait pas du reste, on s'est dit, OK, vas-y, le gars, on va te faire un processeur qu'on va appeler le This is not rest Transformer Processor. Qu'est-ce qui fait ce truc-là? Bon, alors ça, c'est lui qui a rajouté la Javadoc en haut de la classe, hein, You are not doing rest. Et en fait, il nous dit, on fait pas du reste, on fait du JSON over HTTP. Bon, OK, pourquoi pas, mais bon. On va voir ce qu'on peut faire. On fait un nouveau processeur, pour ne pas mélanger les choux et les carottes. On fait une nouvelle build step, et là j'ai un if reactive.rest-easy-enabled. Et ça, c'est quoi ça? C'est un truc qui me permet de demander au class loader de Quarkus, dit, est-ce qu'à l'exécution, il y aurait cette classe qui serait présente dans la classe? Ce ne serait pas une classe de l'application, hein, ce serait cette classe-là. Alors pourquoi cette classe-là? Parce que quand on fait du Quarkus et qu'on fait du rest, bah, les response headers, ils utilisent cette classe-là. Donc si jamais c'est le cas, et seulement si jamais c'est le cas, on va pouvoir commencer à travailler. Très bien. On va utiliser un record. Qu'est-ce que c'est un record? Je vais vous le montrer. C'est un bout de code qu'on va exécuter à la compilation, mais au lieu qu'il s'exécute vraiment, ce qui va se passer, c'est que le résultat de l'exécution va être enregistré pour être joué au runtime.
Donc, j'ai besoin d'avoir des données qui proviennent du scan d'une application, je l'enregistre à la compilation, et en fait, je vais les utiliser au runtime pour de vrai. On recommence un petit peu le même travail qu'avant. Là, je me fais passer de la configuration. C'est de la configuration de build time. Vous voyez ici que j'ai pu préciser la phase à laquelle cette configuration elle est utilisée. Et ça veut dire que ce n'est pas la peine de la changer au runtime. C'est trop tard, en fait. Elle a été utilisée au packaging, elle ne sera plus utilisée après. OK. Si jamais le mec a dit qu'il voulait être strict, on va faire quelque chose. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer toutes les applications, enfin toutes les classes de nos applications, et pour toutes les classes des applications, on va récupérer toutes les méthodes, et si les méthodes sont des endpoint REST, alors on va enregistrer un message. Okay, et comment je fais pour savoir si c'est un endpoint REST? Un endpoint REST, c'est juste une méthode qui est annotée avec @get, @put, @post, ce qu'on fait classiquement quand on fait un développement, quoi. Okay, mais ça doit être compliqué de faire un recorder. Ben ouais, c'est hyper compliqué de faire un recorder. C'est quoi un recorder? C'est juste une classe qui est annotée. Et dans ma classe, j'écris juste, enfin, je log juste des trucs en réalité. OK? Et je n'ai pas à me préoccuper du fait que ça ne va pas vraiment s'exécuter à ce moment-là. OK? Je vais essayer de relancer mon test. Et on va voir si on a l'effet démo. Et si c'est le cas, on va avoir un problème. Fuite. OK. Alors, il se trouve que pour l'instant, je me fais encore pas injecter. Alors, je vais vous montrer ce que c'est que mon endpoint quand même. CTRL E. Avec mes ressources, j'ai fait une application bête et méchante. Mon application bête et méchante qui a des @pass et donc qui est un contrôleur REST assez classique, quoi. J'ai commenté toutes les utilisations de @config_property. Ce qui est cool, c'est que du coup, on ne lance pas le dev service et que donc ça n'explose pas encore. Et par contre, j'ai annoté des méthodes avec @pass, @get. Et donc, c'est bien des endpoint REST. Okay, et quand j'ai fait ça, je ne sais pas si vous avez vu, oups, ouais. Au moment où l'application elle a démarré, ici, il y a un log qui a été produit, et vous remarquez que c'est après le démarrage de l'application. Hein. Donc ce qu'on lit ici, c'est vraiment quelque chose qui a été exécuté au runtime. Tu penses que ta méthode blablabla fait du REST, mais en fait, c'est plutôt du JSON over HTTP. Okay, et ça, ce qui est cool, c'est que si le mec il a produit son artefact comme ça, je l'ai fait une fois ce truc, par contre, à chaque fois qu'il va la redémarrer, il va se retaper le message d'erreur. Okay, bon, maintenant, on va admettre que, en plus de ça, je vais regarder en même temps si j'ai récupéré mes dev services. Bah non, je ne les ai pas récupérés. Bah tant pis, il faudra me voir à la fin de la conf pour voir un truc qui marche pour de vrai. Je suis désolé. Maintenant, donc, hop, je vais les recacher. Qu'est-ce qui se passe si jamais le mec a dit que oui, il voulait bien être strict? Bah, à ce moment-là, je vais pouvoir transformer ces annotations. Et ça me coûte quoi de transformer ces annotations? C'est un truc qui dit, ça fait une sorte de visiteur. Et je vais dire, à chaque fois que tu trouves une annotation sur une méthode qui est un REST endpoint, alors tu vas me rajouter une nouvelle annotation, response header, qui a un name et des valeurs particulières. Et en l'occurrence, ce que je suis en train de dire, c'est que je vais rajouter des headers à une classe. Et ça, si vous êtes dans un contexte application d'entreprise, on pourra faire une extension qui automatiquement va aller rajouter un header, je ne sais pas moi, request ID par exemple, ou si votre entreprise elle utilise des headers particuliers pour faire son tracing distribué, ce genre de choses. Ou alors pour faire une couche je veux utiliser les annotations Spring, mais que ce soit Quarkus qui l'exécute. Ok, bah à chaque fois que je rencontre
la notation Spring, pardon, en fait, je la remplace par la notation Quarkus, et du coup, derrière, c'est Quarkus qui va fonctionner, quoi. OK ? Alors, normalement, cette démonstration devrait fonctionner, même sans... Non, je ne suis pas sûr. Il va falloir que je modifie un peu le code, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Hack mes ressources, boum, boum, boum. Conf by event, get default. Hop. Je suis désolé, je suis obligé de le changer un petit peu. Get our default, new event. Better blablabla. Auteur, moi. Message, désolé pour les dev services. Ouais, désolé. J'ai pas pu faire mieux que ça. New events. Bah, ça devrait être bon. Pourquoi ça marche pas? Conf by event. Ah, c'est une map de string. Et donc, oh, ça va être hyper chiant. Ah. Event. Je change tout mon code, hein, il faut me croire que ça fonctionnerait sinon. OK. Est-ce que mon application, elle va redémarrer? Hop, hop. Hop. Il n'y a plus d'erreur parce que j'ai plus besoin de mon application. OK, OK, OK. F8. F12. Et donc, je vais pouvoir aller taper mon endpoint. Et j'ai une réponse qui me dit « Ok, tout va bien, HTTP, l'auteur c'est moi, welcome moi qui, blablabla. » Ok, très bien. Maintenant, dans ma configuration, je vous ai dit que je pouvais passer en mode strict. Qu'est-ce qui se passe si je suis en mode strict? On va regarder. Si je me rappelle de mon raccourci. OK. Ça a marché. Donc l'application, elle a redémarré. Hein. Pendant le temps où j'ai fait le HTTP GET, l'application, elle a juste redémarré. Et j'ai pu rajouter un header, et après, le reste fonctionne. Autre chose que va vous fournir Quarkus un petit peu en cadeau, c'est la DevUI. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce truc-là. La DevUI, qu'est-ce que c'est? C'est cette chose. Hop. Où vous allez avoir les logs de votre serveur en temps réel, Quarkus, Gunner, Master, OK, tout ça on l'a déjà vu, vous avez vu que c'est des logs en couleur. Vous allez avoir toute la configuration qui est injectée, et en fait, en tant qu'extension, vous pouvez rajouter du contexte. OK? Et en l'occurrence, je vous ai dit que je voulais prévenir les développeurs quand ils n'avaient pas besoin de mes extensions. Je le préviens aussi dans la DevUI. OK? Si jamais les dev services avaient fonctionné et que donc ils avaient besoin de l'extension, à cet endroit-là, il y aurait eu toutes les ressources qui ont été injectées, les URL à utiliser, ainsi de suite. Alors, c'est cool, j'ai essayé de parler comment ça pouvait être better, greener, faster, bon, à part mon podman, je suis désolé. Mais par contre, pour le stronger, on n'y a pas été jusque... Voilà. Oui, c'est vrai, mais Quarkus, c'est le plus fort, quoi qu'il arrive. Alors, merci.
Désolé, pour les problèmes de DS Service, vous avez toute l'extension qui est tenue à jour, donc elle est vraiment au top of the pop des versions de Quarkus. Et à côté, vous avez l'open feedback dans lequel vous pouvez surtout bien tracher et dire que vraiment mon install de poste, elle était pourrie. Je suis vraiment encore une fois désolé. Par contre, n'hésitez pas à clone le projet. C'est une extension qui est fonctionnelle, je vous le promets. Et en plus, il y a de la documentation sur ce qui est fait. Merci.